1930, Albert Kahn envoie le photographe et opérateur Frédéric Gadmer en expédition en Afrique de l'Ouest, au royaume du Dahomey. Aujourd'hui connu sous le nom de Bénin, le Dahomey a été une plaque tournante du commerce des esclaves. À la différence de nombreux missionnaires de l'époque, le père Aupier défend la culture dahoméenne et entretient des liens très étroits avec la population locale. Ces contacts permettent à Gadmer d'avoir un accès privilégié à l'élite royale. En accord avec les autorités ecclésiastiques, Gadmer s'intéresse également aux autres missionnaires, lesquels souhaitent conserver une trace de leur travail au Dahomey. Dans le principal port du pays, Cotonou, il filme une arrivée de religieuses. Ces images montrent le succès des missionnaires dans leur évangélisation des populations africaines. Le père Aupier a lui-même contribué à répandre la foi chrétienne en utilisant des analogies entre la culture locale et des épisodes de la Bible. Gadmer en a filmé un exemple frappant avec la mise en scène de l'épiphanie, un rituel qui se pratique aujourd'hui encore à Porto Novo. Il s'est dit, mais de même que les rois d'Orient ont apporté leur présent à ce roi divin qui est né, les rois de Porto Novo peuvent aussi venir rendre hommage à ce roi-là. Et c'est ainsi que la musique, les princesses, la cour, ce jour-là, sortaient et venaient à la cathédrale pour vivre ce mystère de Dieu qui se manifeste dans l'épiphanie. Et ainsi, l'épiphanie est devenue vraiment non seulement une fête, mais un lieu d'évangélisation pour la culture bonne. Dès le départ, Albert Kahn et le père Aupier ont également dans l'idée d'immortaliser la culture traditionnelle du Dahomey et notamment la religion locale, le vaudou. En Occident, le vaudou est généralement perçu comme un mélange païen de superstition et de barbarie. Mais le père Aupier, lui, le considère comme une religion légitime, possédant sa propre doctrine et ses propres règles morales. Dans le vaudou, il existe un dieu suprême, mais les hommes n'entrent en contact avec lui que par l'intermédiaire d'une série de divinités ayant chacune des pouvoirs et des responsabilités spécifiques. Gadmer a filmé ainsi des rites d'initiation lors desquels un prêtre invoque les dieux en crachant de l'eau sur des jeunes femmes. Dans cette séquence, on voit un initié plongé dans un état catatonique revenir d'entre les morts. Le vaudou continue à faire partie intégrante de la vie de nombreux Béninois. Avec la traite des esclaves, cette religion a gagné le continent américain, où les colons européens l'ont associée à la sorcellerie, à la magie noire et au mauvais sort. Mais les films d'Albert Kahn montrent que pour les Africains, le vaudou est avant tout une religion positive et commémorative. À la différence des autres missionnaires, le père Aupier reconnaît que l'observance des rituels et le respect de l'autorité ont préparé les Africains au catholicisme. Il va même jusqu'à tolérer ce que la plupart de ses co-religionnaires considèrent comme sacrilège, les sacrifices d'animaux.
Ces images sont les premières que l'on possède de ce type de cérémonie. Une scène pareille serait difficile à filmer de nos jours. Elle montre des Sambas qui vivent à l'extrême nord du pays. Les Sambas sont des chasseurs. Ils dégagent une force phénoménale. Les jeunes hommes doivent se soumettre à des rites d'initiation et de passage au cours desquels ils endurent un grand nombre de privations. Après ça, ils doivent se lever et danser pendant 12 heures. Ces danses sont ahurissantes. On dirait des séances d'entraînement militaire. Si on devait faire ça pendant 10 minutes, on serait épuisé. Mais eux doivent tenir toute la nuit, 12 ou 14 heures d'affilée. Ces images sont exceptionnelles dans la mesure où il est très difficile de se rendre chez les Sambas. Ils habitent une zone reculée et hostile, et c'est un peuple très secret. Qu'il ait réussi à les filmer, c'est vraiment remarquable. À la fin de son expédition, Gadmer aura amassé plus de 6 heures de film et fait plus de 300 autochromes. Il rapporte alors son travail chez Albert Kahn à Boulogne. Ce dernier va enfin avoir l'occasion de soumettre la culture africaine à l'appréciation de ses concitoyens. À la grande joie du mécène, les scientifiques et les universitaires conviés à voir ces images ne tarissent pas d'éloges sur ces archives. L'Église, en revanche, est moins enthousiaste. Après quelques projections, les films sont confisqués et le Père-Aupier sanctionné. Il sera muté dans un village isolé du sud-ouest de la France. La grande majorité des missionnaires a été profondément choquée par le contenu des films du Père-Aupier qui donnait à la religion vaudou le statut à part entière d'une religion et qui voyait dans la société dahoméenne une véritable civilisation. Ses confrères vont introduire des plaintes contre lui et il faut lire le contenu des lettres qui dit que le Père-Aupier voit du sacré là où eux, missionnaires, ils ne voient que l'œuvre du diable. L'année suivante, un groupe de chefs tribaux et de responsables politiques dahoméens est invité chez Albert Kahn. Ces hommes sont venus en France assister à un événement exceptionnel. En mai 1931, l'exposition coloniale ouvre ses portes à Paris et les caméras d'Albert Kahn sont là pour l'immortaliser. Pour l'occasion, quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre de l'architecture mondiale ont été recréés dans la capitale. Les Français ont décidé de se concentrer sur leur empire colonial et les autres empires coloniaux, à l'exception du britannique. Ils ont bâti d'immenses décors, des répliques de villages, de monuments et divers palais où ils ont exposé les peuples du monde. Ça avait l'air tellement vrai que les visiteurs étaient persuadés de découvrir le monde. Ils croyaient voir des Chinois et des Africains dans leur environnement quotidien et prenaient pour argent comptant tout ce qu'on leur présentait.
Mais sur les images de cette exposition, les colonisés ont souvent l'air absents. L'aspect artificiel de l'événement est à l'opposé de la philosophie d'Albert Kahn, qui veut montrer les différentes cultures dans leur authenticité et leur contexte propre. Lorsque les opérateurs d'Albert Kahn se rendent dans les pays concernés, ils essaient de filmer les us et coutumes, la vie quotidienne, l'environnement des gens, aussi objectivement que possible, sans aucun souci de propagande ou autre. Lorsque les opérateurs d'Albert Kahn se rendent dans le périmètre de l'exposition coloniale, c'est différent. Parce que là, ils se retrouvent dans un décor de cinéma, en quelque sorte. Ce décor est totalement artificiel. Nous avons des images qui sont remarquables. Nous voyons une mosquée avec des publicités sur la mosquée pour des boissons alcoolisées. Donc nous avons là des contrastes qui sont quand même assez amusants. L'exposition, qui attire près de 34 millions de personnes, se révèle particulièrement rentable à une époque où la France connaît de plus en plus de difficultés économiques. Le krach boursier de Wall Street en 1929 a entraîné les États-Unis dans la dépression. Les répercussions de cette crise ne tardent pas à se faire sentir en Europe et elles ont un effet désastreux sur les finances d'Albert Kahn. Très vite, Albert Kahn s'est enferré dans une spirale de l'endettement qui, évidemment, à cause de la durée de la crise, a fini par le mettre en faillite. À partir de là, l'ensemble des biens d'Albert Kahn, les autres propriétés, celles du Cap Martin, ses biens meubles et ses collections, ont été vendus aux enchères autour de l'année 1936. Ces jardins privés qu'il aime tant montrer à ses illustres visiteurs deviennent un parc public. En juillet 1940, l'armée allemande entre dans Paris. Kahn, qui s'était installé en région parisienne pour fuir l'invasion allemande de 1870, voit à nouveau son pays sous le joug germanique. Le financier échappe cependant au sort réservé à plus de 70 000 juifs français envoyés en déportation. Le 14 novembre 1940, Albert Kahn meurt chez lui à 80 ans.